Bonsoir, bienvenue à ce live meeting. Alors avant de commencer l'événement, on va faire un petit test son et vidéo. Si vous pouvez tous me confirmer que vous nous voyez bien, tous les quatre, et que vous m'entendez, ça serait super. Voilà, vous avez un onglet chat à droite, vous pouvez en fait tout simplement parler avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous confirmer. Bonsoir Pascal, bon bah super, j'ai l'impression que... Ok, super. Bon bah a priori ça fonctionne pour vous Pascal, ça devrait fonctionner pour tout le monde. En tout cas, si jamais il y a des soucis techniques, n'hésitez pas à nous le signaler. Bonsoir Franklin, bonsoir tout le monde. Alors, c'est parti, on va pouvoir commencer. Eh bien, écoutez, bienvenue sur ce live meeting, j'espère que vous allez tous bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Xavier Wu, je suis conseiller en investissement au sein de Lita.co et aussi chargé de campagne. Et je suis notamment chargé de la campagne de Cellcop sur notre plateforme. Si vous ne connaissez pas encore Lita, en fait, nous Lita, on est une plateforme d'investissement participatif. On permet à des professionnels et des particuliers d'investir dans des entreprises qui ont été sélectionnées sur des critères d'impact social, sociétal ou environnemental. Donc concrètement, pour vous donner un ordre d'idée, on traite de thématiques qui sont vraiment très larges, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, l'insertion, l'éducation, la santé, la mobilité aussi, par exemple. Et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on travaille avec Cellcop. Et du coup, pour cette levée de fonds avec Cellcop, on a décidé de faire cet événement pour que vous puissiez en fait directement échanger avec l'équipe de Cellcop, qui va d'abord présenter son projet, et ensuite vous allez pouvoir en fait poser directement toutes vos questions en direct aux entrepreneurs. Donc pour poser les questions, c'est vraiment très simple. Vous pourrez voir en bas à droite un petit onglet qui s'appelle questions, et vous pouvez poser vos questions, que ce soit sur l'activité, sur le parcours des entrepreneurs, sur l'impact, sur la vision, sur tout ce que vous voulez. Et on vous invitera à monter sur scène pour pouvoir en fait poser vos questions en direct à l'oral aux entrepreneurs. Voilà. Alors, c'est parti, je vais vous laisser la parole, Maxime, Yann et Grégoire, pour présenter Cellcop. Eh bien, bonjour tout le monde, merci beaucoup Xavier. Donc moi c'est Maxime. Donc du coup, l'idée est venue il y a une petite année en fait. À la veille de mes 40 ans, je m'étais dit, mais en fait, il y a plein de projets sur lesquels on a réfléchi et qu'on n'a jamais mis en place. Et notamment, l'un d'entre eux, c'est de pouvoir optimiser l'utilisation des bateaux et des voiliers qui dorment dans les ports 362 jours par an en moyenne, et de permettre à des gens qui ont envie de voyager de manière décarbonée et la conscience tranquille de pouvoir le faire grâce au vent. Et en fait, donc j'avais parlé de ça un peu sur les réseaux, et Maxime Blondeau, un ami, une connexion Facebook, a rebondi, a dit vas-y, on le fait. Et donc on a petit à petit passé les différentes étapes préalables au lancement du projet, et une équipe s'est constituée en novembre avec notamment Yann et Grégoire qui vont prendre la parole. Et voilà, et donc Cellcop, l'objectif il est très simple, c'est de proposer des transports de passagers à la voile sur des courtes distances, c'est-à-dire des îles côtières, des trajets plutôt d'une heure, sur des moyennes distances, donc c'est plutôt une nuit à bord, ou des trajets plus longue distance qui font rêver, puisque ça nous emmènerait aux Antilles, et ça nous emmènera aux Antilles. Et donc voilà, et donc on a commencé à déployer le projet avec Yann, Grégoire, Joran, Arthur, Bruno, Fred, Anna, il y a une fille. Et voilà, je vais peut-être laisser Yann ou Grégoire prendre le relais pour donner un peu la suite du projet, expliquer. Tu veux que j'enchaîne, Yann ou... Vas-y, Grégoire. Vas-y, Grégoire. Peut-être juste en complément de ça, ou pour préciser un petit peu sur ce qu'a dit Maxime, effectivement. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que Cellcop se positionne sur plusieurs types de distances, qui sont en fait plusieurs marchés, et avec des logiques, et même des logiques réglementaires, assurantielles, juridiques qui sont différentes. Donc c'est bien d'avoir ça en tête. Sur les très courtes distances, on se positionne en alternative décarbonée à la navette ou à la vedette, c'est-à-dire ces petites vedettes maritimes qui relient le continent aux îles du Finistère Sud, par exemple, Quiberon-Belle-Île, mais aussi en Méditerranée, hier Porquerolles, etc. Sur la moyenne distance, on va être plutôt en alternative au ferry, sur des marchés comme entre le continent et la Corse, mais ça peut être aussi le nord de la France et l'Angleterre ou l'Irlande. Et ça va être aussi la connexion entre la Guadeloupe et la Martinique. Et puis sur les grandes distances, c'est plus de l'alternative à l'avion. Et donc là, c'est par exemple pour la transatlantique. Des modèles donc économiques qui sont différents, qui demandent aussi à terme de pouvoir développer des bateaux qui ont des rentabilités plus fortes sur chacun de ces modèles,
Pour l'instant, on commence avec des bateaux uniques. Je pense que Yann en parlera peut-être plus précisément, mais qu'on va exploiter sur ces différentes distances, sauf la très courte pour l'instant. Mais à terme, on pourra aussi développer de plus grands bateaux qui seront adaptés à chacun de ces marchés. Peut-être, Yann, tu veux présenter les bateaux avec lesquels on démarre, hein, et aussi leur programme de navigation, parce que c'est intéressant de montrer en valeur l'optimisation de la flotte sur l'année. Ouais, alors l'idée de Selcop, c'est qu'on puisse optimiser, justement, comme disait Greg, l'utilisation des voiliers, qu'on puisse les utiliser toute l'année. Donc, on a construit un programme de navigation qui les emmène d'abord sur des liaisons entre le continent et la Corse, par exemple. On les emmène ensuite en transatlantique. On exploite ensuite les bateaux sur les Antilles, entre la Martinique et la Guadeloupe. On les emmène en transatlantique retour. Ils subissent un petit chantier d'hiver pour remettre les bateaux à neuf, réparer un petit peu tout ce qui a été usé et remettre la technique à neuve, pour ensuite repartir sur des liaisons entre le continent et la Corse. Donc c'est une utilisation perpétuelle des voiliers qu'on a imaginé pour qu'on optimise vraiment leur usage et puis leur exploitation durant toute l'année. Ensuite, comme disait Greg, on a ciblé en tout cas plusieurs types de voiliers qui sont adaptés aux différentes distances, aux différentes lignes qu'on souhaite développer. Pour des courtes lignes et des transatlantiques, on est plutôt sur des voiliers au-dessus de 15 mètres. On a besoin de loger des passagers à bord, donc on a des voiliers avec plusieurs cabines, avec des couchettes qui permettent de passer une nuit ou plus à bord. Pour des plus courtes distances, des distances qui sont inférieures à 5-6 heures, donc c'est typiquement le cas des îles bretonnes ou le cas de Hyères-Porquerolles, par exemple, dans le sud, en Méditerranée. Là, on est plutôt sur des bateaux où on a besoin de transporter beaucoup de passagers, donc de faire du volume. Donc là, on se dirige plutôt vers des bateaux type catamaran. Donc, c'est des bateaux qui ont 2 coques et qui permettent d'embarquer entre 60, 80, 100 personnes, selon les modèles. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu la partie technique et voilier du projet. Pour opérer ces bateaux, donc comme le disait Greg, et Max, on a tout un cadre réglementaire qu'on doit respecter. Donc on travaille avec ce cadre et on s'oblige donc à travailler avec des capitaines de sang. Donc c'est des skippers qui ont un diplôme qui leur permet d'exploiter ces bateaux et du coup de les exploiter en toute sécurité. C'est vers là que je voulais aller, parce qu'on est quand même sur du transport de passagers, donc des humains. Donc voilà, on a pas mal de cases à respecter pour opérer dans ces conditions-là. Peut-être un mot aussi sur l'acquisition de la capacité de transport. En fait, on a plusieurs modèles d'acquisition. Comme le disait Maxime en introduction, le but et un des grands objectifs de Selcop, au-delà d'offrir du transport à la voile en alternative au transport carboné, c'est l'optimisation d'usage des bateaux qui sont déjà existants. Le but, ce n'est pas forcément de mettre des nouveaux bateaux sur le marché. Et donc, dans ce scénario, on est sur des bateaux de propriétaires qu'on va pouvoir prendre, par exemple, en gestion locative et qu'ensuite, on va exploiter pour nos passagers. Mais pour démarrer, un peu pour faire l'amorce de ce système, on a fait aussi le choix, et c'était l'objet du partenariat cadre avec l'ITA, d'acquérir nos premiers bateaux pour pouvoir démontrer à de futurs propriétaires de bateaux qu'on est des bons gestionnaires et des bons exploitants de ces bateaux, et notamment avec cette innovation d'avoir 2 saisons hautes, une méditerranéenne et une antillaise, ce qui n'est pas complètement révolutionnaire. Il y a déjà quelques personnes qui le font, mais ce qui n'est pas quand même ce qui est assez exceptionnel pour des propriétaires de bateaux de France métropolitaine. Donc, on a voulu démarrer avec nos propres bateaux. On a une autre modalité d'acquisition de capacité de transport, c'est en achetant des cabines, c'est-à-dire des places pour des passagers dans des voiliers existants et notamment auprès des armateurs de voiliers cargo. Il y a plusieurs projets en France qui sont en train de développer les premiers grands voiliers cargo, donc qui sont destinés au transport de marchandises. Et donc, on est en négociation avec eux pour commercialiser l'intégralité de leur capacité de transport. Tout comme les cargos de CMA-CGM,
c'est-à-dire les les cargos conventionnels. Ces voiliers cargo ont le droit d'avoir 12 places passagers, en plus de la marchandise qu'ils transportent. Et donc, nous, on se propose, et dans un partenariat notamment avec Voyageurs du Monde, qu'on est en train d'essayer de monter, on a signé des LOI, donc ça avance bien, qui est le premier tour opérateur français. On se propose aussi d'être en mesure de commercialiser d'autres capacités de transport qu'on achèterait ailleurs. Donc, on a voilà, ces différentes modalités, le bateau de propriétaire, les bateaux propres de Selcop, ou la capacité de transport sur des bateaux tiers. Et puis, la dernière modalité, ce sera le développement et la conception, mais à un horizon plutôt moyen terme, où là, on a des pistes concrètes, notamment sur des grands catamarans, pour optimiser notre capacité d'emport de passagers sur certaines destinations. Oui, c'est ça qu'il fallait aussi dire, c'est qu'on a dans un premier temps des voiliers qui sont plutôt des monocoques 50 pieds ou plus avec une dizaine de couchettes à bord. Et un des enjeux, c'est d'acheter aussi des bateaux qui sont plus importants, comme celui de Ilien. Ilien qui est en fait le seul acteur qui, à l'heure actuelle, fait déjà cette offre, enfin propose déjà cette offre de transport décarboné entre Quiberon et Belle-Île, et qui fait ça sur un catamaran de 80 pieds et qui embarque 60 passagers. Donc, on a également l'intention d'acheter un bateau de ce type-là, qui coûte plus cher, évidemment, que les monocoques, mais qui est plus rentable. Il y a plein de questions déjà. Je ne sais pas, Xavier, comment est-ce que tu comptes... Alors, c'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de questions. Je vais vous inviter à monter sur scène Pascal Léandri. On va pouvoir attaquer toutes ces questions, mais du coup, en attendant que vous montez sur scène, je peux vous présenter les raisons pour investir qui ont été définies par les analystes Lita. Donc en fait, c'est les 4 raisons, en fait, c'est les éléments clés de cet investissement. Du coup, première raison pour investir, c'est des régulations qui sont de plus en plus contraignantes pour les moyens de transport traditionnels, avec en plus une imprévisibilité concernant l'approvisionnement en énergie fossile. Deuxième raison pour investir, c'est qu'on a une équipe qui est vraiment très expérimentée, avec des profils complémentaires. Troisième raison pour investir, on a une profondeur de marché qui est cumulée à une faible intensité concurrentielle, va permettre en fait à Selcop de s'instaurer comme un acteur clé du secteur. Et puis dernière raison pour investir, c'est en fait Selcop qui bénéficie déjà d'une traction commerciale très intéressante et qui en plus ne fera qu'augmenter au fur et à mesure du lancement du projet. Bonsoir Pascal. Bonsoir, vous m'entendez bien? Très très bien, super. Trop cool. Oui, du coup, en fait, c'était pour reprendre mes questions. Là, j'avais une première question, surtout sur les besoins actuels. En fait, j'étais allé sur le site et j'avais vu qu'il y avait des besoins sur, évidemment, le financement. C'est pourquoi on est là ce soir. Et il y avait aussi devenir sociétaire. Et en fait, j'imaginais que devenir sociétaire, c'est aussi mettre un ticket d'entrée, ce qui peut participer au financement. Et il y a d'autres choses à côté. Du coup, enfin voilà, c'était juste pour clarifier quelle est la différence entre ces deux besoins-là. Et après, mon autre question, c'était plus sur alors j'ai vu qu'il y en avait une qui avait été répondue sur les traversées moyennes. Et après, j'avais mis une autre question qui était plus sur les moyens de transport. Typiquement, vous parliez de faire concurrence, entre guillemets, un peu plus décarbonée par rapport aux ferries qui font des traversées du style avec la Corse. Quand on arrive en Corse, après, on est un peu en mode galère, moyen de transport. Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui que vous envisagez pour déjà partir avec, par exemple, des vélos, parce que c'est volumineux sur un voilier, et peut-être autre, j'en sais rien. Ok, merci beaucoup Pascal. Si vous voulez, je prends la première question et puis ensuite Grégoire et Yann. Donc la différence, en fait, là, la campagne de financement, elle se décline en 2 campagnes. Il y a une campagne en part sociale et une campagne en titre participatif. Nous, on a comme politique et comme philosophie de vouloir que tout un chacun puisse participer et être sociétaire. Et donc, du coup, on a un ticket d'entrée à 10 €. Mais pour l'ITA, en fait, sur l'ITA, c'est le ticket, on a dit que c'était 10 parts sociales minimum, parce que sinon, on ne s'y retrouve pas et ça a tendance à baisser le ticket moyen. Donc, les gens qui veulent juste devenir sociétaires, entre guillemets, ils passent par un formulaire sur notre site voilà, et nous, on reçoit et on traite les demandes. On a une 50aine de personnes par semaine qui demandent. Et à côté, il y a l'ITA, et là, c'est la même chose, sauf que c'est 10 parts sociales, si jamais on y va sur la campagne en part sociale, et sinon, c'est les titres participatifs, et là, c'est de la dette, hein, donc c'est des obligations qu'on rembourse, et avec un taux d'intérêt qui est fixé. Donc voilà les différences. Et juste, la question était plus large de quoi a-t-on besoin aujourd'hui, outre le financement.
sachant que le financement, c'est à nouveau quelque chose qui est basé sur un business plan que l'ITA a stressé, et donc c'est quelque chose qu'on devrait être en mesure de pouvoir tenir. On a besoin de quoi, par ailleurs? On a besoin de trouver des bateaux, parce qu'il n'y a pas tant de bateaux que ça à vendre, et des bateaux comme celui qu'on espère acquérir et qui a un Ocean Voyager 80 pieds, ça ne se trouve pas comme ça. Et donc, du coup, c'est un petit peu, voilà, c'est trouver des bateaux, trouver des skippers, mais ça, on a pas mal de personnes et de candidats et de candidates. Ça va venir féminiser un petit peu les troupes de SailCop. Et là, on va avoir besoin, on va recruter quelqu'un. On vient de finir la description de poste. On va recruter un ou une responsable commerciale pour nous aider à remplir les bateaux et imaginer des nouvelles offres. Je laisse Grégoire ou Yann pour la suite. Alors, juste avant de vous laisser prendre la suite, je me permets de rebondir parce que vous avez soulevé un point qui était super intéressant par rapport à la levée de fonds. Et effectivement, en fait, vous aurez pu le voir sur le site internet, il y a 2 campagnes qui existent en parallèle. Donc, il y a une campagne en part sociale et une campagne en titre participatif, comme l'a dit Maxime. Pour donner un peu plus de détails, la campagne en titre participatif, elle est rémunérée avec un taux d'intérêt annuel à 5% sur une durée minimum de 7 ans. Et en fait, les titres participatifs vont être réservés aux sociétaires. Du coup, pour investir dans la campagne en titre participatif, il faudra d'abord investir dans la campagne en part sociale si vous n'êtes pas déjà sociétaire. Suite à quoi, en fait, vous allez recevoir un email avec un code sociétaire que vous pourrez renseigner lors de la procédure d'investissement en titre participatif. Voilà. J'espère que c'était clair, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à rebondir dessus et on pourra y revenir. Et pour répondre à la question vélo, je vais dire oui et non. En fait, ça va dépendre un petit peu de nos capacités de bateau. On va forcément, sur des monocoques de 15 mètres, devoir limiter un petit peu le chargement de vélo. On ne va pas pouvoir en embarquer 15, mais on trouvera forcément un peu de place. Voilà, on a réfléchi à peut-être autoriser dans un premier temps les vélos pliants ou des choses comme ça. Ensuite, sur des courtes liaisons et sur des bateaux comme l'Ocean Voyager dont parlait Maxime, ce sera tout à fait possible. Là, il y a des capacités de chargement qui sont beaucoup plus importantes. On peut embarquer 80, 100 passagers, donc il y a il y a de la place pour des vélos sans problème. Et en complément là-dessus, en fait, ça c'est tout notre travail avec les collectivités, parce qu'en fait, notre format en SIG coopérative nous permet d'intégrer des collectivités locales et territoriales dans le projet. Et justement, l'enjeu de l'intermodalité, il est hyper important pour nous, effectivement, que ce soit vertueux en amont et en aval. Et on a des premières discussions avec des collectivités, notamment sur des formats train, vélo, voile, pied. Donc, typiquement, c'est ce qu'il faut c'est ce qu'on a commencé à regarder. On a aussi Lorient qui nous a demandé d'explorer, voir comment on pouvait. Nous, on imagine des scénarios. Par exemple, vous arrivez à Rennes en TGV, avec un vélo, vous enchaînez en TER, ou alors à la sortie, vous avez accès à un vélo. Il y a des pistes cyclables qui arrivent maintenant, qui sont dans de plus en plus de lieux en France, qui vous amènent jusqu'au port. Au port, on peut embarquer, ou alors des vélos. Donc, il y a vraiment. C'est un projet en soi de construire. Alors, c'est toujours un projet qui vient un peu dans un temps 2, parce que d'abord, il faut réussir le transport à la voile. Mais on va être assez ambitieux là-dessus, sur l'intermodalité vélo-pied. Et puis, c'est aussi une question finalement commerciale, d'identification de nos clients. Qui sont nos clients, qui sont ces voyageurs, etc. Et par exemple, sur la Corse, on s'est rendu compte, on cible particulièrement le public des voyageurs nature, des voyageurs à pied. Parce qu'en fait, ceux qui viennent avec une voiture, ils ne passeront pas du ferry au voilier. Par contre, par exemple, les 15 000 personnes qui viennent faire le GR20 chaque année, ils viennent à pied. Et ils viennent avec juste leur sac à dos, ils voyagent très léger. Et donc là, typiquement, on cible notamment cette clientèle. Sur les balades à la journée dans les îles, ça va être un petit peu la même chose. Donc on cible une clientèle qui est globalement déjà à pied, et par contre à qui on veut offrir le meilleur service d'intermodalité amont et aval. Super, trop cool, merci beaucoup. Merci à vous, Pascal. À bientôt. Merci à vous. Alors, prochaine question. Je vois que Vincent, vous avez posé une question très intéressante. Je vous invite à monter. Donc là c'est la question du modèle économique de la gamme tarifaire. Combien de voiliers? Peut-être que tu peux sortir, Xavier, le doc, le dossier investisseur. Je ne sais pas, tu avais dit que tu... On attend quelqu'un, en fait, Maxime, qui va poser la question. Oui. Bonsoir, Vincent. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'avais pas mal de questions sur votre projet. Je me demandais déjà quel était le modèle économique, c'est-à-dire
les voyageurs là, dont vous parliez qui vont sur le GR20, quel sera le prix par rapport à un ferry normal, hein, et ça, la question vaut pour que ça soit courte, moyenne ou grande distance. Et donc, en associé sur les longues distances, je suppose qu'il y aura de la restauration. Comment ça va marcher? Et sur les cargos, j'avais aussi la question de savoir si vous aviez une connexion avec un autre projet LITA qui va transporter des marchandises transatlantiques. Et donc, ça m'intéresserait, étant déjà investi dans le précédent projet, de connecter les deux. Merci. Grégoire, les questions sont toutes pour toi. Alors, il y a la question du prix. Je commence par la dernière question. Donc oui, en l'occurrence, on a une négociation qui est en cours avec des échanges de l'OI avec Toth, puisque vous faites référence à Toth Transport à la voile, sur la commercialisation, entre guillemets, potentiellement exclusive de l'intégralité de leur capacité de transport passager. En fait, moi, je viens de 2 ans chez Toth. J'ai été responsable affaires publiques et développement. Je suis encore basé au Havre, donc je suis proche des cofondateurs. Donc, je connaissais bien le marché du transport de marchandises avant de m'intéresser à celui des passagers. Donc oui, on espère conclure un contrat avec eux, de la même manière qu'on espère conclure un contrat avec Mer et Voyage, qui aujourd'hui gérait la commercialisation de ces transatlantiques sur des cargos, mais qui pourrait nous apporter du métier ou de l'assurance sur les passagers. Sur la question des prix, globalement, mais après il faut distinguer par type de distance, mais moi ce que je dis ce qu'il faut retenir en gros, c'est qu'on est 1,5 fois plus long et 1,5 fois plus cher, jusqu'à 2 fois que l'offre carbonée. Donc, par exemple, sur les vedettes, au lieu de traverser en 40 minutes, on va traverser en 1h20, et au lieu de demander 25 €, on va demander 40 €. Ça, c'est pour le schéma île côtière, très proche, etc. Sur les ferries pour la Corse, on est à une traversée à 180 € aller simple, donc 360 aller-retour. Alors, quand on regarde les offres du ferry, parce que je sais, moi j'ai fait un peu le pricing justement sur les ferries, etc., il y a des offres qui commencent dès 90 € parfois, quand on s'y prend longtemps à l'avance, l'aller-retour en ferry. Donc là, on est peu compétitif, mais ça monte vite à 150 € en saison. Et par ailleurs, c'est difficile, on ne vend pas la même chose. Donc nous, dans notre traversée, au lieu de traverser en 12 heures, on traverse plutôt en 22 heures. Par contre, dans notre offre de 180 €, il y a les 2 repas, il y a l'encas. On est dans une cabine qui est partagée, mais une cabine double, alors que dans les premiers prix affichés du ferry, il n'y a évidemment pas de service de restauration, et c'est les prix en fauteuil inclinable en salon. Dès qu'on passe en cabine, le prix monte de façon importante. Mais oui, on reste 1,5 fois, parfois 2 fois sur la Corse, plus cher que le transport conventionnel. Et sur la partie transatlantique, c'est peut-être que tu peux aussi. Alors oui, alors sur la transatlantique, on a 2 offres qui sont différentes, et il y en a une qui est beaucoup plus compétitive que l'autre. Alors sur la transatlantique, la grande question en fait, c'est de savoir on est en concurrence avec qui? Est-ce qu'on est en concurrence avec l'avion qui fait Paris-Pointe-à-Pitre à 500 € et en 8 heures, ou est-ce qu'on est en concurrence alors que nous, on va mettre 4 semaines et entre 3 500 et 5 000 €, ou est-ce qu'on est plutôt en concurrence avec justement les places passagers dans les cargos de CMA-CGM, par exemple, proposées par Mer et Voyage? Et là, dans ce cadre-là, nous, on a 2 offres différentes. On en a une qui est sur nos voiliers, dès nos premiers voiliers de 15 mètres de long, qui là, effectivement, c'est un voyage, c'est combien de temps, Yann? C'est 4 semaines, 3 semaines pour… 4 semaines pour 4 000 €. Et là, on est en concurrence avec des tout petits acteurs, mais qui le font déjà. Je pense à Voile d'Exception, je pense à quelques, en fait, des skippers en fait, qui exploitent des bateaux déjà sur les transatlantiques et qui font comme nous, certains, les 2 saisons, la saison méditerranéenne, la saison antillaise. Et sinon, on a l'offre à bord des voiliers cargo, où là, pour le coup, on va coller à la compétition de ce qui s'offre en cargo, puisqu'on reste au prix de 150 € par jour, qui est le même que celui pratiqué sur les cargos CMA-CGM. Donc là, et pour par exemple un Le Havre-New York,
on mettra 14 jours au lieu de 9, donc c'est une fois et demie plus long, mais c'est pas démesuré, et on sera dans une transatlantique à 2500 euros. Donc presque 2 fois moins cher que ce qu'on fait à partir des voiliers. Donc quand on achètera de la capacité de transport sur des grands voiliers cargo, on sera compétitif avec le cargo. Quand par contre on est sur des petits voiliers qui font de la transatlantique, on est compétitif avec l'existant qui sont d'autres voiliers. Merci. Merci à vous, Vincent. Merci. Alors, prochaine question, on a Thibaut avec nous. Bonsoir Thibaut. Oui, bonsoir. Je voulais savoir, en fait, si au-delà du transport de personnes, vous ambitionnez aussi de... Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Enfin, plus maintenant. Alors, il y a peut-être un petit problème de connexion. En tout cas, vous m'entendez bien ou pas? Vous me voyez? Ouais, très Oui. Tout va bien. bien. Ok, c'est peut-être du côté de Thibaut. Écoutez, je vais poser la question à sa place, hein. Du coup, en fait, la question de Thibaut, c'était est-ce que vous souhaitez être transporteur de passagers aussi bien, ou bien aussi voyagiste? Et comment est-ce que vous concevez l'expérience des voyages qui très longs, et notamment du coup les transatlantiques? Alors, je commence, peut-être Maxime ou Yann, vous compléterez, mais effectivement, on peut dire que sur la très courte distance, on est transporteur de passagers. Et si on adopte des très grands bateaux qui font du volume, c'est-à-dire des grands catamarans qui permettent de transporter de 60 à 100 personnes, etc., ils seront d'ailleurs exploités, j'en parlais tout à l'heure, dans le statut réglementaire NAP, qui est le transport de passagers. Et donc là, notre métier, c'est véritablement le transport de passagers. Sur les liaisons moyenne distance, on reste dans la philosophie, de notre point de vue, du transport de passagers, même si c'est déjà un peu une expérience de voyage. On passe une nuit à bord, il y a le repas qui est intégré, il y a la convivialité du début de soirée sur le pont, du lever du soleil le matin, etc. Mais on considère qu'on est encore dans la philosophie du transport de passagers. D'un pur point de vue réglementaire, c'est plus du transport de passagers, c'est plutôt de la croisière commerciale. Et enfin, dans le cadre de la transatlantique, là, on peut considérer en effet qu'on va être plus sur un métier de voyagiste où en fait, on va vendre une expérience sur 5 semaines où on prend intégralement en charge la personne. Et d'ailleurs, d'un point de vue assurantiel, on va être plus rattaché à des voyagistes puisqu'on va assurer à la fois le transport, la pension, la restauration et l'hébergement. Donc, on est parfaitement conscient d'aller sur ces 2,5 types de métiers en fonction des distances. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose sur le fait qu'on travaille également, enfin, d'un côté avec le ministère des Transports, mais aussi de l'autre avec le ministère de la Jeunesse et Sport. En fait, on va permettre aux passagers de participer aux manœuvres, on va leur permettre de, entre guillemets, se former à la voile, en tout cas, commencer à avoir des rudiments et pouvoir en fait bénéficier de l'expérience des brevets d'État de voile. Donc, c'est un diplôme spécifique pédagogique qui permet à ces capitaines-là de transmettre des connaissances en voile, puis des savoir-faire en termes de navigation. Ok, très clair, merci. Alors, on peut faire le lien avec une question de Jonathan Augustin. Et je crois qu'il y avait aussi une autre question par rapport aux longues traversées. Et c'est une question de Celia Cruz qui demandait si, à terme, vous comptiez potentiellement faire des traversées jusqu'en Asie ou dans la zone Pacifique. Alors, je vais répondre à ça rapidement, mais pour l'instant, on y va pas à pas. On y va en local, le plus proche, on essaye. On a nos bureaux à Vannes, à Marseille, on va bientôt avoir quelqu'un à Toulon. On essaie d'être au plus proche de l'activité. On est une coopérative. L'idée, c'est que c'est la démarche qu'on a ici en France, il faudrait qu'elle se mette en place partout. Donc, nous, on est tout à fait, on va être en veille sur ce qui peut se passer, sur les opportunités. On a été contacté par des bateaux en Amérique du Sud, des voiliers, des gens qui font des navettes et du charter et qui disent, nous, on peut éventuellement entrer dans cette logique. Donc, pourquoi pas? Après, ce qui est déjà long pour aller, ce qui déjà rebute des gens parce que c'est 4 semaines pour aller en Atlantique, quand on parle du Pacifique, ça va être encore un peu plus long. Donc voilà,
tout est ouvert. On va avancer petit à petit et bateau par bateau. À Grégoire. Avec juste une opportunité, cependant, potentiellement dès le deuxième semestre 2023, c'est que dans le cadre de l'achat des cabines auprès des voiliers cargo, eux, notamment Todt, a dans son planning d'exploitation un tour du monde par an, en plus de leur transatlantique, qui est Le Havre, Panama, Shanghai, Canal de Suez, Marseille. Et ce tour du monde, il est en 60 jours. Et donc, nous, on va être en mesure si notre négociation aboutit, de le commercialiser soit en intégralité, soit à la découpe. Mais donc, oui, il y a une option en 60 jours. Et là, c'est vraiment dans ce cas-là la vente, on va dire, d'une expérience, d'une expérience tour du monde. Il faut avoir du temps, etc. Mais on en a discuté avec Voyageurs du Monde. Il y a des gens qui sont tout à fait intéressés par ça. C'est un marché de niche, mais c'est un marché qui existe. Top, super Maxime, super. Merci Grégoire. Du coup, je crois que Augustin va bientôt arriver. Bonsoir. Ah, super. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, très bien. Bonsoir Augustin. Non, mais bonsoir. En fait, ma question a été partiellement répondue par la précédente remarque de Yann. C'était comment gérer en fait comment gérer les passagers sur des longues distances. On sait que quand on prend un nombre de personnes qu'on met lambda, on va dire qu'on met dans un espace contigu sur des longues périodes, quand on prend un train ou un avion, par exemple, il peut souvent arriver des petites problématiques de passagers. Voilà, donc du coup, quand on prépare ça sur des longues, un grand nombre d'itérations, un grand nombre de traversées, il est susceptible d'arriver des petits soucis. Donc voilà, comment vous pensez gérer ça? Donc effectivement, s'il y a une partie apprentissage, c'est forcément mieux. Voilà, c'était une des questions. Yann, si tu veux prendre. Ouais, effectivement, comme on disait, il y a toute cette partie apprentissage. Après, la partie, comment dire, promiscuité entre passagers et puis comment dire, Oui, convivialité, voilà. voilà, On ouais, prend des vivre gens un petit peu, ensemble, puis on les met ensemble dans un bateau et il faut que ça se passe bien parce qu'en plus on vend un billet. Voilà, c'est pas tout à fait. une. Alors ça sera, il faudra forcément qu'on l'anticipe, notamment sur les transatlantiques, parce que c'est des longs trajets. Donc, je pense qu'on peut complètement imaginer faire rentrer les passagers en mode aventure et avec un accompagnement spécifique, voilà, un peu pour qu'ils se préparent aussi à ce moment de voyage qui est en fait un moment de vie parce que il dure plus de 3 semaines. Donc, tout ça, c'est à construire, effectivement. Mais pour nous, voilà, on le voit comme un accompagnement en préalable du voyage où on permettra aux gens de rentrer dans la peau du voyageur en voilier, qui n'est pas la même chose qu'en avion ou en train. Tout à fait. Et même peut-être faire participer les gens sur des tâches sur l'apprentissage de la voile, mais peut-être aussi participer sur les tâches de la vie quotidienne. Je ne sais pas comment ça peut être prévu. Ça c'est un peu systématique. Hein. La cuisine se partage. On n'embarque pas de cuisinier sur un bateau pour 10, et donc du coup, chacun. Mais il est prévu, évidemment, qu'on fasse des séances en amont de la traversée pour que les gens se rencontrent. Si jamais on a 2, 3, 4 bateaux qui partent, et donc du coup qu'on a 25 personnes, peut-être faire des soirées en amont pour préparer et faire des groupes qui soient les plus compatibles possibles. Mais c'est ce qu'on appelle le PFH, hein, le putain de facteur humain, et ça, il est impondérable et on doit jongler avec. Moi, j'ai fait une transat il y a 15 ans. Il y a 15 ans, jour pour jour, j'étais en train de naviguer vers la France. Et on était 5 et ça s'est bien passé avec 3 d'entre eux et un peu moins bien avec un d'entre eux, et c'est la vie, quoi. Et puis, mais c'est une aventure, quoi. Ça reste il y a tellement de questions intéressantes et j'ai peur, faut qu'on arrive à y répondre là, parce qu'il y a. Est-ce qu'on est concurrentiel, complémentaire par rapport au cobaturage, au cobateau? Bon, pardon, excuse-moi Jonathan, merci. Non, pas de souci. Mais du coup, l'autre question, c'était un peu réponse était un peu implicite. C'est que du coup, vous vendez pas forcément juste un trajet d'un point A à un point B. On vend une expérience, donc on n'attend pas forcément une garantie de transport et ni voilà, même s'il y a un retard, c'est forcément lié dans le contrat avec les clients entre guillemets. Voilà.
Bon, merci Alors, beaucoup. il y a forcément une différence entre les grandes lignes et les courtes distances, mais on va demander une certaine flexibilité aux passagers pour répondre à cette question-là. On est en train d'imaginer justement le système là, voilà, où on va devoir prévenir les voyageurs à J-4, à J-2, pour leur dire, bah voilà, votre bateau il va bien partir à la bonne heure, ou alors votre départ va être reporté de quelques heures ou quelques jours. Donc tout ça, ça va se construire aussi au fur et à mesure dans une logique où il va falloir de toute façon qu'on réussisse à transporter les passagers. Donc on travaille aussi sur des partenariats avec des compagnies carbonées pour qu'on puisse garantir certains voyages parfois. C'est ça, c'est si le bateau ne peut pas partir, qu'on a un report modal sur le ferry qui soit évidemment assuré, parce que certaines personnes doivent arriver à tel jour. En dernier recours, quoi. Voilà. Ok. Bon, merci beaucoup pour ces réponses. Super, merci à vous Jonathan. Du coup, pour continuer et conclure sur les questions par rapport à la traversée, on a une question super intéressante de Celia Cruz qui demande si la piraterie peut être un risque selon les régions où vous allez faire des traversées. Ça fait partie de l'opérationnel maritime et d'un suivi qu'on va réaliser tout le temps, qui est un peu comme la météo, en fait. Il y a 3 ou 4 régions, en fait, qui sont concernées par la piraterie, mais qui bougent tout le temps et qui sont des choses très aléatoires et voilà, qu'on devra mesurer, qu'on devra, en fonction des liaisons. Par contre, bon, voilà, pour l'instant, entre la France et la Corse, il n'y a aucun problème. C'est des choses qui ont plus lieu dans le golfe de Guinée, dans le golfe d'Aden, un peu plus loin ensuite aux Antilles, sur certaines îles. Mais voilà, c'est des choses qu'on mesurera et évidemment qu'on tentera d'éviter au maximum. Super. Et dernière question par rapport aux traversées, c'est une question de Julien Martin qui demande, et je pense que c'est une question que vous avez beaucoup reçue, mais comment faire s'il n'y a pas suffisamment de vent pour les traverser? Donc on essaye d'utiliser au maximum le vent comme énergie motrice. On sera forcément obligé d'utiliser le moteur en manœuvre d'entrée et de sortie de port. Ensuite, il faut bien mesurer ce que c'est l'utilisation d'un moteur à bord d'un voilier de croisière, hein. C'est quelque chose qui consomme très peu de carburant, qui consomme 5 litres à l'heure. C'est vraiment minime par rapport à la consommation d'un ferry. Donc, faut vraiment mesurer aussi ce que c'est l'utilisation d'un moteur sur un voilier de croisière et l'utilisation d'un ferry, quoi. Il y a vraiment une énorme différence en échelle sur cette utilisation. Mais on prend un engagement, quand on étudie les fichiers météo, etc., on prend un engagement et un objectif d'être à 80% à la voile sur l'ensemble de la saison. Et effectivement, il y aura peut-être des mauvaises traversées où on devra mettre plus le moteur parce qu'il faut quand même arriver de l'autre côté et embarquer les passagers. Je pense que ça, Yann, si je ne me trompe pas, ça va aussi beaucoup dépendre des distances. Plus les distances sont longues, plus on peut se permettre d'avoir des jours creux et puis des jours où ça avance mieux. Sur de la très courte distance, il n'y a pas besoin de beaucoup de moteurs, mais par contre, parfois, il faut parce que sinon, on n'avance plus et qu'on est presque arrivé, quoi, j'imagine. Ça dépend de la météo, comme d'habitude. Donc, s'il y a des petites bulles sans vent, on va pouvoir attendre une petite heure. Mais c'est sûr que sur un petit trajet, s'il y a une énorme bulle sans vent, on devra obligatoirement utiliser le moteur. On va aussi calibrer, donc c'est Yann qui gère le maritime, mais si je ne me trompe pas, c'est dans les CGV, etc. On va aussi calibrer les départs en fonction de la météo, notamment pour les trajets vers la Corse. Donc si on voit que à 11 h il n'y a pas du tout de vent, mais qu'à partir de 18 h le vent se lève et va être constant, on pourra informer. Alors c'est plus simple de retarder que d'anticiper, parce qu'il faut que les passagers soient déjà au bateau. Mais si je ne me trompe pas, on va aussi calibrer nos traversées sur la météo. Et dernier élément qui est clé aussi, qui n'est pas encore complètement conclu, mais sur lequel on travaille, c'est qu'il peut aussi y avoir, à l'inverse de pas de vent, il peut y avoir des météos trop violentes pour transporter des passagers, soit en toute sécurité, et ça c'est évident, mais même dans un niveau de confort acceptable. Et donc on travaille aussi notamment sur la liaison Corse, parce qu'on veut qu'elle soit très régulière, sur une option de repli en ferry, qui serait négociée avec une ou plusieurs grandes compagnies de ferry et qui n'ont pas de difficulté à transporter, même au dernier moment, des passagers seuls à pied, parce qu'ils sont calibrés sur le nombre de voitures dans le ferry, mais pas sur le nombre de passagers, donc on peut toujours ajouter des passagers. Donc on peut imaginer que des gens, par exemple, qui ont réservé un séjour de rando en Corse, qui devait partir le vendredi soir, et en fait, il n'y a pas de chance, c'est tempête le vendredi,
qu'on puisse avoir l'option de repli sur un ferry pour leur offrir quand même ce service à coût constant, d'être le samedi matin comme ils l'avaient prévu, même un peu plus tôt que prévu, à Ajaccio ou à Calvi, en ayant été mis sur un ferry. Je pense que c'est un critère qui est aussi important pour amener quand même de la prévisibilité malgré les incertitudes météo qui caractérisent la voile. Très clair, merci pour tous ces éléments. Alors, pour les prochaines questions, on a Franklin qui va bientôt arriver, qui a posé 2 questions très intéressantes. Ouais. Je crois qu'il arrive de suite. Super. Vous m'entendrez bien? Ouais, Tout à super. fait. Bonsoir Franklin. Super. Oui, j'avais une question au sujet des contraintes réglementaires dans le milieu de la navigation, à savoir si le fait que vous utilisiez des bateaux de particuliers, en fait, ça engendrait des contraintes réglementaires et s'il y avait des coûts associés justement à ces contraintes. Et la deuxième question, c'était au sujet du remplacement des vedettes, notamment par crawl sur lequel on ne peut pas loger. Donc, ça veut dire que les gens vont passer la journée seulement sur l'île. Et j'imagine que c'est la même chose pour ces vedettes. Donc, il y a quand même une contrainte de temps qui est assez importante. Du coup, est-ce que vous... Imaginons qu'un jour, il n'y a pas de vent, etc. Donc, c'est peut-être 2h30 à traverser. Est-ce que les gens, vous pensez, vont prendre ce risque, justement, pour une journée de voyage? Donc finalement, est-ce que vous avez fait une estimation de la durée des séjours par rapport à la probabilité que les voyageurs utilisent votre service plutôt que les vedettes habituelles? Voilà. Merci. Alors, sur le réglementaire, j'ai une personne absolument incroyable qui a épluché tout ce qui pouvait se faire en la matière. Donc, Grégoire. En fait, sur le cadre réglementaire, il y a trois statuts. Il y a le NUP, c'est le navire de plaisance à usage personnel. Il y a le NUC, le navire de plaisance mais à usage commercial, et le NAP, le navire à passagers. Le bateau de propriétaire, en fait, il peut être soit NUP, soit NUC. Donc le sujet, c'est pas vraiment que ce soit un bateau de propriétaire ou un bateau de professionnel, c'est le statut dans lequel il est déjà enregistré. Nous, on propose un service, justement, on est capable d'exploiter les trois, nous, mais ce n'est pas de la même façon. Si c'est un bateau NUP, en fait, on fait un métier d'intermédiation locative, c'est-à-dire on constitue un équipage de passagers qui vont être colocataires du bateau qui est loué coque nue par le propriétaire. Selcop est l'intermédiaire locatif et fournit le skipper professionnel, parce que nous, on veut que toutes nos traversées soient avec un skipper professionnel, ce qui n'est pas une obligation sur un bateau NUP. Ensuite, nous, on propose à des propriétaires, et on le fait sur notre propre bateau, de passer leur bateau en NUC, donc dans le statut d'au-dessus, qui permet une utilisation commerciale. Et donc là, par contre, qui impose d'avoir un skipper professionnel pour exploiter le navire. Nous, de toute façon, on aura un skipper professionnel qu'on soit sur le NUP ou sur le NUC. Donc, c'est plus le statut d'origine du bateau, sachant qu'ensuite, on peut combiner ces deux statuts. Un propriétaire individuel peut utiliser son bateau en NUP, donc en pure plaisance, usage personnel, et quand il nous le confie, nous, on peut lui exploiter en NUC avec le skipper pro. Donc voilà, on joue avec ces différents, on mobilise ces différents modèles au cas par cas en fonction du statut originel du bateau, en sachant que nous, on peut les upgrader et les passer dans un statut d'exploitation commerciale. Et ensuite, le NAP, là, c'est complètement différent. Le NAP, c'est les navires à passagers, mais sur une ligne absolument régulière qui part toujours d'un point A vers un point B, avec une fréquence prédéfinie, avec des garanties de traversée, etc. Et donc ça, c'est vraiment pour les très courtes distances. Du coup, sur la deuxième question, sur les très courtes distances, sous le contrôle de Yann en termes de distance, on se positionne vraiment sur des distances qui sont très courtes en 1000 nautiques et qui nous donnent la garantie de pouvoir faire l'aller-retour dans la journée, peut-être même de pouvoir faire 2 allers-retours dans la journée, pas forcément pour le même passager, évidemment, c'est-à-dire on peut prendre le premier bateau aller et puis le dernier retour, ou voilà. On est, par exemple, Belle-Île, Quiberon-Belle-Île, qui est exploité par Ilien, donc sur un catamaran 70 places. Très beau projet, hein, on est très proche d'eux. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, on se rejoindra, on se rassemblera, mais juste pour donner un chiffre, c'est la traversée en vedette, c'est 40 minutes. Eux, ils la font en 1h20, si je ne me trompe pas. Et ils ont transporté 13 000 passagers sur leur première saison entre mai et septembre 2021. 13 000 sur 1 million, un marché d'1 million qui est en vedette. Mais donc, ils ont démarré fort, ils ont montré et ils ont pu opérer leur bateau. Je crois qu'ils ont eu que quelques jours sur toute la saison où ils n'ont pas pu offrir la traversée. Et ils font 2 allers-retours par jour. Et hier, Porquerolles, si je ne me trompe pas, Yann, c'est encore plus court.
en termes de distance. Donc, on se positionne sur des distances où on a vraiment la certitude de pouvoir emmener les passagers en 1 heure, maximum 1h30, y compris avec un appui moteur s'il y a besoin. D'accord, merci beaucoup. Et globalement, les gens qui vont sur Belle-Île, pour bien connaître la région, c'est quand même des voyageurs qui vont passer un peu plus qu'une journée. C'est plutôt des voyageurs week-end ou des voyageurs voilà, pour les grands week-ends ou ce genre de voyage. Donc faire la traversée en 1h30 au lieu de 3/4 d'heure, c'est vraiment pas quelque chose qui les bloque. Voilà. D'accord. Merci. Merci à vous, Franklin. Alors, je crois qu'il ne reste plus que 2 questions. Une question de Kevin qui arrive et une dernière question de Vincent. Ensuite, on aura fait le tour. Si vous avez des questions ou s'il y a des thématiques qu'on n'a pas encore abordées, n'hésitez pas, s'il reste une petite dizaine de minutes, une petite quinzaine de minutes pour les dernières questions. Alors, ça n'a peut-être pas fonctionné pour Kevin. Bon, bah, je vais poser la question à sa place. Du coup, Kevin demande. Bon, bah, si, il arrive. Parfait. Bonsoir, vous m'entendez bien? Bonsoir. Bonsoir à tous. C'était juste pour savoir si effectivement l'offre que vous proposez, elle est en complémentaire ou plutôt en concurrence avec le covoiturage qui peut déjà exister. Je pensais notamment pour tout ce qui concernait les liaisons via les Caraïbes. Pour moi, on a beaucoup parlé et réfléchi au covoiturage en démarrant le projet. En fait, notre positionnement, c'est de dire qu'en fait, le covoiturage, c'est super et il faut que ça continue. On n'est pas compétitif par rapport au covoiturage parce que par définition, le covoiturage n'est pas commercial. La seule chose qui est permise, c'est la participation aux frais de bord, à la caisse de bord, et qui ne permet pas du tout d'intégrer des prix, de l'amortissement du bateau, de l'investissement, de l'entretien, de la place au port. C'est vraiment les frais. Le salaire du skipper. Pardon ? Le salaire du skipper non plus. Voilà. Donc, c'est un système qui est hors commerce et qui, pour nous, est super, c'est-à-dire qu'on est les premiers fans de ce système. Par contre, de notre point de vue, il n'y a pas de passage à l'échelle qui est possible. Et c'est ça qui nous pose difficulté, c'est que nous, on veut développer le recours au transport à la voile comme un véritable mode de transport. Et pour ça, nous pensons qu'on a besoin d'un skipper pro. Dans le covoiturage, il n'y a pas de skipper pro, il n'y a pas de garantie, du coup, il n'y a pas non plus de garantie de départ, etc. On ne paye pas. Donc, il continuera à avoir des bateaux qui s'organisent en covoiturage et qui font, par exemple, France, Canaries, Antilles, etc., avec du monde à bord. Et pour nous, c'est très bien, on l'encourage. Mais on se positionne plus pour le beaucoup plus grand public, qui n'est peut-être pas assez pointu, aguerri ou confiant pour aller se positionner en équipier, en covoiturage sur des bateaux déjà au départ, etc., sans garantie, sans skipper pro, etc. Et donc, on se positionne pour élargir cette échelle des personnes qui peuvent avoir recours aux traversées à la voile et en transport. Et donc, effectivement, on n'est pas compétitif puisque c'est un écosystème du partage, le covoiturage. Et on encourage, c'est Vogue avec moi, c'est d'autres, certains d'entre nous y ont eu recours. Mais il y a des limites, notamment d'échelle. Moi, c'est comme ça que j'ai traversé à l'époque, il y a 15 ans, ça m'avait coûté 150 €. Par contre, j'avais mis un mois à trouver un bateau, ça avait été long et c'est un peu, voilà, c'était aléatoire, mais c'est super. C'est un petit peu couchsurfing. Moi, je faisais couchsurfing, j'étais ambassadeur en 2007-2008, et c'était un peu Airbnb avant, les origines, quoi. Vraiment où tu accueilles les gens chez toi, c'est vraiment chez toi. Tu fais pas de l'investissement locatif pour mettre un truc à louer toutes les. Donc il y a un peu ce lien, ce rapport-là, mais clairement, comme le dit Grégoire, c'est le passage à l'échelle. Il suffit de regarder comment les gens galèrent pour trouver, pour y aller, quoi. Il faut un appel d'air, quoi. Et si c'est pas une voie économiquement viable qu'on y arrive et que ça crée de l'emploi pour des skippers, génial. Hein. Très bien, merci en tout cas. Merci, Kevin. Merci à vous, Kevin. Vincent, avec la question que j'attends. Oui,
En vous écoutant, je me dis que ça fait effectivement beaucoup de métiers différents, suivant que vous êtes en très courte, moyenne ou longue distance. Du coup, est-ce que vous allez cadencer les opérations en commençant par un type de métier ou si vous allez tout faire en même temps? Et question subsidiaire, ça fait combien de bateaux ça en 2023, 2024 en ordre de grandeur? Je vous laisse sur la première partie, juste pour dire que oui, évidemment, on cadence et que notamment tout ce qui est pour l'instant le navire à passagers formel, c'est-à-dire la compagnie maritime de transport de passagers, sur de la très courte distance, on n'est pas positionné dessus à très court terme. Et on part sur le modèle dont on parlait du NUP et du NUC, soit sur nos propres bateaux, soit sur des bateaux de propriétaires et qui sont pour l'instant en termes de flotte calibrés sur des navires, des voiliers de 50 pieds. Et c'est ces mêmes voiliers qu'on va exploiter vers la Corse sur la transatlantique, une transatlantique aller-retour, donc qui fait très peu de place passagers, et ensuite qu'on va exploiter comme sur le même modèle que la Corse, entre Guadeloupe et Martinique. Et sur la deuxième partie de la question, Yann, c'était sur… C'est sur combien de bateaux? En fait, l'idée, là, aujourd'hui, on a… En fait, pour lancer la dynamique et imaginer le propriétaire idéal, on a fait avec des Family and Friends, on a acheté un premier bateau à 130 000 € qu'on a mis dans une boîte spéciale et dédiée et qui va louer à Selcop le bateau pour un tarif qui est, on dit compétitif, mais qui est en fait normal. En fait, là, on fait une petite innovation dans ce monde-là. Normalement, dans ce monde-là, les propriétaires de bateaux qui mettent en gestion-location récupèrent une partie du chiffre d'affaires généré, mais en revanche, ont toujours à leur charge l'entretien du bateau. Ce qui fait que s'il y a peu d'activité, globalement, le bateau continuera à leur coûter quelque chose. Nous, ce qu'on dit, on dit, quoi qu'il arrive, l'entretien, il est pour nous. Et en plus, on imagine pouvoir, avec plusieurs bateaux, pouvoir baisser les coûts d'entretien parce qu'on va faire des chantiers, parce qu'on aura des achats en gros de matériel, etc. Donc, nous, ça, c'est la première chose, c'est tu es propriétaire, tu n'auras aucun frais. Et en revanche, si jamais le chiffre d'affaires généré par ton bateau dépasse la moitié de la valeur de ton bateau, on réactualise chaque année, si ça dépasse la moitié de la valeur de ton bateau, alors tu touches 10% de ce chiffre d'affaires en plus. Donc ça, c'est pour parler du premier bateau tel qu'on l'a imaginé, tel qu'on espère pouvoir le dupliquer après auprès d'autres propriétaires et convaincre d'autres propriétaires de nous le laisser en gestion-location avec ce format-là. Une fois qu'on a eu ça et qu'on a dit OK, on a sauté, on a acheté ce bateau, on y va, évidemment, il est plus intéressant pour la coopérative, encore plus intéressant pour la coopérative, pas d'avoir une location à long terme, mais d'être propriétaire de ces bateaux. Et là, avec la campagne LITA, on a l'ambition d'acheter 2 bateaux du type de Bavaria, donc des 50 pieds, et peut-être, si jamais on arrive à lever suffisamment, à acheter un bateau, un catamaran, plutôt 600-700 000 €, qui embarque, donc, comme l'a dit Grégoire, 60 personnes sur du Yerres Porquerolles, 25 personnes sur de la Corse, avec un format de salon sur la plateforme, avec des sièges inclinables un petit peu comme en business, et qui pourront faire, enfin, ce bateau fera aussi la saison hivernale aux Antilles, et là, pour la Transat, il embarquera 6 personnes. Donc, l'année prochaine, donc cette année, l'idée, c'est d'acheter 2 voire 3 bateaux, donc 2 monocoques, un cata. L'année suivante, donc tout ça, c'est dans le dossier d'investissement, vous le verrez. L'année suivante, c'est de racheter un Bavaria. Donc, on serait à 4 bateaux en propriétaire et 1 ou 2 ou 3 en location dès l'année prochaine. Et ensuite, racheter 2 bateaux, donc un Bavaria et un Ocean Voyager, parce que clairement, ce qui fait le modèle économique, ce qui rend robuste le modèle économique, ce qui abonde beaucoup, c'est les catamarans. C'est ceux qui ont des grandes capacités et qui font plusieurs allers-retours dans la journée sur des traversées plus rentables. Ok, merci. Et oui, sur les différents métiers, Grégoire a dit, on séquence. Et puis, on est une équipe assez complémentaire. On est déjà 11 et on bosse sous des statuts différents, la grande majorité bénévolement. Et on va recruter donc Yann qui va prendre la direction qui a la direction des opérations maritimes, qui va passer salarié grâce à la campagne sur l'ITA. Idem pour Yoren. Et là, on va recruter une personne commerciale, une responsable commerciale, comme on vous le disait. Merci. Merci à vous, Vincent.
Juste pour compléter, oui, équipe experte et complémentaire, et comme je l'avais dit tout à l'heure, ça faisait vraiment partie en fait des raisons pour investir que nous on a identifié dans ce dossier. Alors du coup, on a fait le tour de toutes les questions. Écoutez, pour conclure cet événement, on peut faire un petit point sur la campagne qui aujourd'hui est en phase de vote. Donc vous pouvez pas encore investir, mais vous pouvez déposer une intention d'investissement, ce qui est non engageant et est modifiable. Et aujourd'hui, on est à 330 000 euros d'intention d'investissement reçue. Donc très encourageant, hein, ça permet déjà d'acheter un beau bateau. Donc c'est très très chouette. Et du coup, la campagne va passer en collecte la semaine prochaine, dès qu'on aura en fait conclu la rédaction des derniers éléments et dont le dossier d'investissement. Donc ce dossier en fait c'est la synthèse de l'analyse financière qui a été effectuée. Ça reprend les éléments clés comme l'activité, le modèle économique, le marché, les concurrents, les éléments d'impact, etc. Voilà. Peut-être un dernier mot pour conclure l'événement, Maxime, Yann et Grégoire. Bah ouais, écoutez, si ça vous parle, la première des choses à faire, nous, c'est de réserver votre billet parce que c'est ça, avant même, je pense, c'est cool d'avoir des sociétaires et des gens qui y croient. Je pense que là où nous, on sera rassurés ou convaincus ou récompensés du boulot, c'est quand il y aura des gens sur les bateaux, et a priori, il y en aura, puisqu'on a beaucoup de préinscriptions. On espère juste que ça se confirmera. Et non, et si vous trouvez un slogan, on a des longs débats sur le slogan. Est-ce que vive le vent, c'est bien? Est-ce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose tout à l'heure, Grégoire, et je me suis dit, on devrait en faire un slogan. Ah oui, si, c'est toi, Yann, tu as dit, de toute manière, ça dépend toujours de la météo au final. Donc, ça pourrait être ça notre slogan. Ça dépend toujours de la météo. Je ne sais pas. Non, voilà. Merci en tout cas de votre soutien et de vos questions qui continuent de nous challenger. On va les garder pour les mettre dans la FAQ du site dès que le site sera publié. Donc merci beaucoup. Et merci Alita. Et je rajouterai juste, Max, que il faut bien imaginer qu'on est une coopérative citoyenne et qu'en fait, vous avez aussi tout autant votre place que nous dans ce projet. C'est-à-dire on est arrivés les uns et les autres comme ça par passion dans le projet. Mais si vous êtes connectés, c'est que le projet vous intéresse d'une façon ou d'une autre, ou peut-être que vous avez des compétences, des expertises ou des conseils que vous voulez apporter. Et donc, vous êtes les bienvenus puisqu'on est un réseau coopératif et le but, c'est de faire grandir ce collège des sociétaires, des membres et des partenaires. Donc, vous pouvez investir et vous pouvez aussi vous investir personnellement. En tout cas, si vous en avez envie, n'hésitez surtout pas. Il suffit de nous contacter. Et moi je rajouterais du coup qu'on ouvre notre première traversée le 6 mai. Donc, on a une V1 de plateforme de commercialisation qui va bientôt être en ligne. Et ensuite, une version de plateforme de commercialisation qui va être beaucoup plus à jour durant le mois de mai. Donc, on vous attend avec impatience sur notre voilier qui s'appelle Belle Aventure, entre le continent et la Corse. Et je vois dans le chat un truc génial de Pascal Léandri. Il dit GGR20 en 2023. Je trouve ça génial comme expression, GGR20. Merci beaucoup, Pascal. Et merci. Super. En tout cas, merci à tous. Merci Maxime, Yann, Grégoire. Et puis, bonne soirée alors. À bientôt. Merci à toi. Merci à toute l'équipe.